Bienvenue dans le 13h de ce 10 juillet. Bonjour à tous. Les prochaines échéances électorales et le parti unifié au cœur d'une réunion extraordinaire du bureau politique dans la soirée d'hier lundi au siège du Rassemblement des Républicains RDR. Le bureau a demandé au président Alassane Ouattara de bien vouloir présider le parti unifié. Enseignement technique et formation professionnelle, les épreuves écrites pour la session 2018 ont démarré ce matin. Plus de 13 000 candidats pour le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet d'études professionnelles BEP, le brevet professionnel BP et le brevet technique BT. La couverture maladie universelle, où en sommes-nous à ce jour? La Caisse nationale d'assurance maladie a initié une session de formation sur la question. La mise en œuvre effective de cette assurance santé est annoncée pour janvier 2019. Bienvenue dans le journal de RTI 1. L'annonce du gouvernement est prévue pour 15 h et ce sera en direct du palais présidentiel sur les antennes de la RTI. Rappelons que c'est le mercredi 4 juillet dernier que le gouvernement a été dissous. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été reconduit à la même occasion à son poste avec pour mission de proposer une nouvelle équipe gouvernementale composée de membres du RHDP et de la société civile. Ce sera donc tout à l'heure. Une réunion extraordinaire du bureau politique du Rassemblement des Républicains a eu lieu hier soir au siège du parti à la rue Lépic. En première ligne, les questions électorales et aussi le sujet du parti unifié. Gabriel Zani. Le quota du Rassemblement des Républicains quasi complet à cette réunion du bureau politique tenue à la rue Lépic. Dès l'entame de la rencontre, la secrétaire générale du Rassemblement des Républicains donne l'ordre du jour après l'intervention du premier vice-président du parti. Au-delà des félicitations du gouvernement pour sa prompte réaction face aux inondations, aux activités liées à la vie du parti, à la dissolution du gouvernement et aux questions électorales, vient en dernier point l'évolution du parti unifié. Les partis politiques qui ont adhéré au groupement politique RHDP ont tenu leur congrès extraordinaire, sauf le PDCI RDA qui a tenu en lieu et place une réunion du bureau politique. Les conditions pour la convocation de l'Assemblée générale constitutive du parti unifié RHDP sont réunies. Toutes les formations politiques de la coalition au pouvoir ont endossé l'accord politique du parti unifié. Pour la ratification des textes fondateurs de ce parti, seul le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a remis sa décision après 2020. Mais cela ne peut être un frein pour la création du parti unifié, selon le Rassemblement des Républicains, qui souhaite donc la mise en place des organes constitutifs du RHDP Parti unifié. Et ce n'est pas le seul souhait des Républicains. Dans la perspective de la mise en place des instances du parti unifié, le bureau politique a donc demandé à son Excellence Alassane Ouattara d'accepter d'être le président du parti unifié RHDP. La vision d'union véhiculée par le RHDP Parti unifié permettra aux alliés aux fruitistes d'aller plus loin dans la consolidation de la paix et la stabilité dans le pays, selon le rapporteur du RDR. Après le baccalauréat général, les examens à grand tirage de l'année académique 2017-2018 se poursuivent ce matin avec les élèves de l'enseignement technique et professionnel. Ils prennent la relève pour la course à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du brevet professionnel et du brevet de technicien. Au total, 13 921 candidats sont repartis dans 47 centres de composition partout dans le pays. Sephora Zegui et Patricia Omouetia. L'enseignement technique et professionnel clôt la série d'examens scolaires en Côte d'Ivoire. 13 921 candidats ont affronté ce mardi matin les examens de fin d'année. Ils sont en lice pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle CAP et du brevet de technicien BT entre autres. Pour se rendre compte des conditions de déroulement des épreuves, les responsables de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont effectué une tournée dans certains centres d'examen. Le constat est que les candidats sont au travail, dans le calme. Je les ai trouvés suffisamment concentrés et déterminés à obtenir leur parchemin qui consacre donc les 3 années de formation
pour certains, et dans d'autres centres, 2 années de formation. On a demandé aux candidats de ne pas rentrer en salle avec leur portable. Les sacs ont été fouillés et ensuite des précautions particulières ont été prises. Répartis dans 47 centres de composition, ces candidats sont issus des filières industrielles telles que la maintenance industrielle, le génie alimentaire, le bâtiment et les travaux publics, et les filières tertiaires qui sont relatives à la comptabilité, l'assistanat de direction, le commerce et le transit. Les résultats seront disponibles dès le 1er août 2018. À San Pedro et à Soubré, 340 candidats composent dans 10 filières. Le lancement a eu lieu ce matin également. C'était au lycée professionnel de San Pedro. Sam Kona. Ce sont au total 340 candidats qui affrontent depuis ce matin les examens professionnels et techniques à San Pedro et à Soubré. 250 candidats composent au lycée professionnel de San Pedro, tandis que 90 s'expliquent à l'Institut technique Grâce divine de Soubré. 10 filières sont concernées par cet examen. Entre autres, les filières mécanique auto, chantier gros œuvres, topographie, électronique et menuiserie. Le secrétaire général des préfectures a au cours du lancement encouragé et prodigué des conseils aux candidats et aux examinateurs pour le bon déroulement des examens. Et surtout, demander aux enfants d'éviter la tricherie, d'éviter tout comportement compromettant et que tout se passe dans les meilleures conditions parce que la tricherie ne paye pas. Le bon citoyen, c'est le citoyen qui travaille honnêtement et qui réussit à la sueur de son front. Pour la première épreuve de ce mardi matin, les candidats affichent la sérénité. C'est un dessin industriel, une bonne base. Le sujet abordable, on fera de notre mieux. Ce matin, on commence par le dessin industriel. Ouais, le sujet, ça va. On comprend un peu, ça va très bien. Ces examens professionnels et techniques qui ont été décalés de 2 semaines pour des incompréhensions avec les examinateurs, et selon le président du jury, s'achèvent le vendredi prochain. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, c'est au centre de bureautique, de communication et de gestion que le lancement a été fait par le préfet de région. 498 candidats sont face aux épreuves écrites. Ngana Konaté. Les épreuves écrites de l'examen du brevet des techniciens de l'enseignement professionnel ont débuté ce mardi matin. Et c'est au CBCG de Daloa que le coup d'envoi a été donné par les autorités administratives qui n'ont pas manqué de rappeler aux candidats l'interdiction des téléphones portables au sein des centres de composition. Il y a une mesure stricte sur laquelle on ne va pas badiner, c'est celle des portables. Celui qui est surpris en train de manipuler un portable, il sera purement et simplement renvoyé. 498 candidats et répartis dans 16 salles composent dans une ambiance relativement calme. L'atmosphère était à la concentration. Ce matin, nous composons dans le dessin industriel. Donc, on nous a demandé de faire sortir la vue de face et la vue de gauche. C'est dans le domaine de la maçonnerie et ils nous ont demandé de réaliser un escalier perron. Je trouve le sujet abordable. Les candidats composeront jusqu'à vendredi prochain. Quant aux résultats, ils sont attendus pour le mercredi 1er août. Dans le domaine de la santé, la Caisse nationale d'assurance maladie a initié une session de formation sur l'état d'avancement et le panier de soins de la couverture maladie universelle. Une formation destinée aux journalistes de 20 organes de presse. La mise en œuvre effective de cette assurance santé est annoncée pour janvier 2019. Ami Sissoko. À partir du 1er janvier 2019, la CEMU, couverture maladie universelle, sera mise en œuvre après plusieurs reports. La CNAM, Caisse nationale d'assurance maladie, n'attend plus que l'autorisation du gouvernement pour démarrer la phase de généralisation selon ses responsables. La phase de généralisation de la couverture maladie universelle est prévue pour début 2019. Cette fois-ci sera la bonne. Tous ces reports ont des justificatifs. Pendant ces reports, il y a des travaux qui sont réalisés. Et aujourd'hui, tous ces travaux nous permettent d'être prêts pour mettre en œuvre la phase de généralisation de la couverture maladie universelle.
Les derniers réglages de la phase expérimentale de la couverture maladie universelle ont été faits avec les étudiants. Cette phase a permis à la CENAM d'éprouver les outils de gestion de cette assurance. À ce jour, ce sont plus de 1 040 000 employés du secteur formel qui sont enrôlés sur 3 500 000. Toutes ces informations ont été partagées avec la presse au cours de la session de formation des journalistes sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et de son panier de soins. On se posait la question, qu'est-ce qui coinçait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu démarrer? Et donc ça a été l'occasion pour nous de comprendre qu'il y avait un certain nombre de pesanteurs, notamment le fait qu'il y a un certain nombre de dispositifs informatiques qu'il faut mettre en place. On espère que toutes les difficultés recensées ici, relevées ici, pourront être surmontées avant le 1er janvier 2019. Il y a une grande part de la population qui n'a pas véritablement les moyens de se soigner dans les cliniques. Et avec cette assurance, je pense que tu sois un citoyen moyen, que tu sois un citoyen défavorisé, tu peux avoir accès aux soins de qualité. Rappelons que le montant de cotisation de la CEMU s'élève à 1 000 francs CFA par personne et par mois. La CEMU vous donne droit à des offres de soins qui sont entre autres consultation, hospitalisation et chirurgie. Les femmes d'Aboisseau sont sensibilisées aux enjeux de la maternité. Elles ont été exhortées à faire les consultations prénatales et postnatales et aussi à bien assurer le suivi vaccinal de leurs enfants. Reportage. Pour avoir fait ses consultations prénatales, postnatales et les vaccins de son fils, cette jeune mère s'est taillée la palme d'or au concours du plus beau bébé d'Aboisseau. Je suis contente, je conseille à mes soeurs, lorsqu'elles sont enceintes déjà, d'aller au rendez-vous prénatal et lorsqu'elles accouchent, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'aller revoir les sages-femmes et de continuer à faire les vaccins et les pesées des enfants. Ce concours, initié par la Jeune Chambre internationale à travers sa section d'Aboisseau, a pour objectif de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. Le constat, c'est que les mères ne fréquentent pas assez les centres de santé. Nous avons observé tout simplement que les enfants, sinon les mères meurent en couche. Donc, au vu de ce constat, nous avons cru bien faire d'initier cette activité qui est le concours du plus beau bébé, dont l'objectif principal, je le signifie, est de sensibiliser les mères à fréquenter les centres de santé, donc les amener aux consultations déjà prénatales et ensuite des consultations postnatales afin de faire vacciner et faire peser aussi leurs enfants. Consultation prénatale et postnatale, quelle importance pour la mère? Ce thème a permis aux femmes de comprendre les enjeux de la procréation. Elles ont été instruites à l'utilisation des contraceptifs, aux consultations après l'accouchement et à la mise à jour des vaccins de leur progéniture. Nos objectifs ne sont pas encore atteints. C'est pour ça que d'ailleurs nous mettons l'accent sur la sensibilisation des mamans afin qu'elles viennent suivre toutes les consultations prénatales et qu'elles fassent également les consultations postnatales. Parce que quand elles ont fini d'accoucher, il faut qu'elles viennent voir la sage-femme ou le gynécologue pour cet examen-là pour savoir si elles se portent bien. Pour le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, la protection de l'enfant est une priorité absolue. Cette activité entre dans la dynamique de notre mission ici dans le Sud Comoé. Nous sommes ici pour mission de protéger l'enfant et c'est une thématique chère à notre ministère. Ce concours, qui est à sa 3e édition, a enregistré la participation de près d'une centaine de bébés. Direction l'Assemblée nationale, comment prévenir et éliminer le commerce illicite d'armes classiques? Les députés membres de la Commission Défense et Sécurité se familiarisent au traité sur le commerce des armes. Ils visent surtout à améliorer la réglementation du commerce dans ce secteur. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire a signé et ratifié le traité sur le commerce des armes depuis 2014. Dans cette optique, un avant-projet de loi portant contrôle des armes, munitions et autres matériels connexes a été élaboré et sera bientôt sur la table des députés. Avant l'adoption de ce projet de loi, les députés s'imprègnent des prescriptions du traité sur le commerce des armes à l'initiative de la Comnat ALPC,
la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petit calibre. Étant entendu que les députés sont les faiseurs de loi, donc leur concours est essentiel. Plus ils comprendront donc la portée du traité sur le commerce des armes, mieux ils l'intégreront dans la loi nationale qui pourra nous permettre en définitive de gérer toutes ces questions-là. En tant que parlementaire, surtout membre de la commission de défense et de sécurité, nous sommes vraiment prêts à accompagner le processus de ce traité-là. Parce qu'il est important, nous, membres de cette commission, vraiment de travailler là-dessus de façon profonde. Les parlementaires jouent un rôle important dans le processus de mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Cette formation bénéficie de l'appui du Conseil national de sécurité. C'est un appui d'abord technique, un appui aussi de représentation, parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est le secrétariat national du CNS qui est le premier partenaire, sur la porte d'entrée du secrétariat du traité du commerce des armes en Côte d'Ivoire. Le traité sur le commerce des armes a pour but de prévenir et éliminer le commerce illicite des armes et également améliorer la réglementation du commerce international des armes. Les start-up ivoiriennes veulent déployer leurs ailes. Elles s'engagent sur les sentiers de l'économie numérique. Et pour leur faciliter la tâche, l'Agence nationale du service universel des télécommunications et des TIC a eu l'idée d'une masterclass en faveur des jeunes entreprises dans le domaine du numérique. Lassina Ouattara et Mamadou Kouassi. Faible niveau d'utilisation des services numériques et timide décollage de la recherche et de l'innovation chez les jeunes dans le domaine du numérique. Voici les raisons qui ont suscité chez l'Agence nationale du service universel des télécommunications des TIC ANSUT la création d'un programme de masterclass, moment d'échange avec les startups. Nous savons que les compétences et les expertises existent. Il faut juste que nous puissions leur présenter l'ensemble de nos besoins et avec elles convenir d'une plateforme de collaboration pour que ce qu'elles peuvent apporter puisse être une contribution réellement enrichissante en termes d'accélération on va dire, la transformation numérique de notre économie. Au cours de la masterclass sur l'implication des startups dans la gouvernance électronique, les responsables de l'ANSUT ont expliqué aux startups les enjeux de la gouvernance électronique en Côte d'Ivoire. On attend que les startups fassent preuve d'innovation. Venir nous présenter ou nous proposer des projets qui vont nous permettre de résoudre le quotidien des populations à travers les services. Et aujourd'hui, avec l'ANSUT, nous avons voulu commencer le partenariat privé-public entre le public et les startups. Donc c'est un pas qui est déjà fait et derrière il y a toute une stratégie qui est mise en place pour le développement de l'informatique, des startups et aussi pour la réponse aux besoins en termes d'informatique des populations. Le programme de masterclass s'articule autour de la mise en place des infrastructures et de leur accessibilité. À ce niveau, il revient aux startups de saisir toutes les opportunités, c'est-à-dire partir de petites entreprises locales pour devenir des multinationales comme Facebook, Google ou Amazon. C'est le message transmis par les responsables de l'ANSUT aux jeunes. Dans le domaine du foncier rural, une agence est désormais opérationnelle pour traiter les questions relatives à ce secteur particulièrement important. Elle a été équipée et a reçu 43 véhicules pour être davantage fonctionnelle. Noël Niagno. Madame, voici les clés que le véhicule vous remet, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, au nom de tous les bénéficiaires ici présents, je voudrais vous dire grand merci pour ce grand acte de générosité. Et nous vous rassurons que nous en ferons bon usage. Avec ce véhicule, nous pouvons aller sur le terrain, être beaucoup plus efficaces et opérationnels. L'histoire retiendra que c'est sous la pluie que Mme Nda née Françoise, directeur régional de l'agriculture de Sakassou, a reçu les clés de son 4x4 ce lundi 9 juillet. Cela parce que la question foncière ne peut attendre. Comme elle, 24 autres directeurs régionaux ou départementaux vont recevoir les clés de leurs véhicules. Autre moyen de mobilité, 44 motos vont être distribuées. Coût de ces équipements, plus d'1 demi-milliard de francs CFA.
Avant la remise symbolique de ces clés, Sangafoua Coulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a visité les locaux du conseil de surveillance aux 2 plateaux et le siège de la FOR, agence foncière rurale, au quartier Zinsou de Cocody-Angré. Conclusion, la FOR est désormais opérationnelle avec des dirigeants qui ont une claire idée de leur charge. L'ensemble des conseillers de la direction générale et moi-même sommes donc conscients des objectifs qui sont les nôtres, à savoir mettre fin d'une part aux rapports conflictuels entre les différents acteurs de la chaîne foncière et d'autre part aux crises intercommunautaires avec leur scène de désolation et de fractures sociales. Nous avons eu des réunions importantes avec le préfectorat sur le terrain et récemment avec un plan d'accélération du processus pour qu'il s'approprie ce processus, afin que dans 2-3 semaines, nous puissions revenir vers vous et devant l'Union européenne pour dire que l'atteinte d'indicateur n'est plus une gageure, n'est plus un rêve, mais nous avons réussi à le transformer en réalité tangible. Après avoir salué et félicité les dirigeants de l'agence pour leur diligence et la pertinence de leurs actions, Sangafoua Coulibaly a fait un constat. C'est maintenant que nous allons voir les résultats de cette loi, c'est-à-dire sa mise en œuvre va passer à échelle. Il fallait des moyens humains conséquents. C'est bon que les Ivoiriens sachent que désormais, l'État de Côte d'Ivoire s'est donné les moyens de sa politique. La FOR, l'agence foncière rurale, comprend un conseil de surveillance et une direction générale. Lutte contre l'insalubrité, le mode de gestion des boues de vidange. Il arrive bien souvent que les entreprises du secteur ne maîtrisent pas les règles environnementales et les conditions d'hygiène à respecter. L'Association africaine de l'eau et l'ONAD travaille à inverser cette tendance. Serge Coléa. Selon un rapport conjoint de l'OMS et de l'UNICEF, un individu sur 3 dans le monde vit sans installation sanitaire. Malgré les avancées enregistrées depuis ces dernières années, la gestion des boues de vidange reste encore le parent pauvre de l'assainissement urbain et périurbain. Pour remédier à cette situation préoccupante, l'Association africaine de l'eau et la Fondation Bill et Melinda Gates se sont engagés à améliorer l'accès durable à l'assainissement. On s'est rendu compte que ce secteur a été longtemps délaissé. Or, ces boues de vidange sont extrêmement riches en germes pathogènes dont responsables du développement des maladies. Et quand il y a par exemple des inondations, n'est-ce pas, c'est le contenu des fosses et autres qui vont se retrouver et vont souiller, n'est-ce pas, les cours d'eau, les puits et autres aliments. Et n'est-ce pas, c'est un problème de santé publique. Cette formation porte sur le renforcement des capacités managériales, techniques et opérationnelles des entreprises de vidange. Au niveau national, il y a 95% de la population qui a accès à l'assainissement non collectif. Et quand on revient spécifiquement à Abidjan, on a 60% de la population qui a accès à l'assainissement non collectif. Et donc, au regard de ces pourcentages, l'Office a inscrit l'assainissement non collectif au rang de ses axes stratégiques. Donc, ça figure au 5e axe stratégique qui est la maîtrise de l'assainissement non collectif. Experts de l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, et entreprises de vidange ont pris part à ces échanges. Voilà 17 mois que l'opération Grand Ménage est en cours sur le sol ivoirien. À cette étape, le ministère de la Salubrité, qui pilote ce programme de lutte contre l'insalubrité, fait le bilan. Les préfets, les conseillers régionaux, les maires et aussi la société civile ont été invités à communiquer sur les forces et les faiblesses de l'opération. Il s'agit surtout pour le ministère d'améliorer l'organisation de l'opération et sa mise en œuvre par les parties prenantes. Dans la lutte contre le travail des enfants, à partir de plus de 16 ans, ils sont autorisés à exercer certaines activités professionnelles. Le Bureau international du travail a initié une étude pour évaluer la prise en compte des questions de santé et de sécurité pour ces enfants qui sont amenés à effectuer des activités professionnelles. Serge Coléa. Le BIT, le Bureau international du travail, se préoccupe des conditions des enfants en situation de travail.
Avec ses partenaires, notamment le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, l'organisation a lancé une étude pour évaluer les questions de sécurité au travail dans la lutte contre le travail des enfants. Dès l'âge de 16 ans, les enfants sont autorisés à travailler, mais comment les protéger? Les dernières statistiques sur le travail des enfants en Côte d'Ivoire ont montré qu'on a au moins 40% des enfants travailleurs qui sont impliqués dans des travaux dangereux. Si vous parcourez tous les lieux de travail, vous allez voir des maçons qui travaillent sans forcément être couverts, ils n'ont pas de gants, ils ne se couvrent pas la tête, il y a des gens qui font de la soudure sans se couvrir les yeux. Vous voyez, c'est sur toutes ces questions-là qu'il faut travailler parce que bien malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui mettent leur vie en danger. La Côte d'Ivoire, selon le BIT, développe une faible culture des notions de sécurité au travail. La question donc de la santé et sécurité au travail des enfants, des jeunes, n'est pas éloignée également des questions de travail dangereux. Bien entendu, beaucoup de ce que nous voyons aujourd'hui dans la rue n'est pas acceptable, n'est pas autorisé. Un enfant ne doit pas travailler au-delà de certaines heures. Le travail de nuit est interdit aux enfants. Et le travail également dans les débits de boissons est interdit aux enfants. Vous comprenez? Donc ce sont des situations qui ne sont pas autorisées, qui ne sont pas acceptables. Mais comme je vous dis, nous sommes en train de sensibiliser. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale se tient aux côtés du BIT pour la mise en œuvre effective de ce programme en faveur des enfants travailleurs. L'ONG Lumière d'Espoir apporte son appui à plus de 700 veuves. Elles ont reçu des vivres et des non-vivres et surtout des conseils sur leurs droits qu'elles méconnaissent bien souvent. Franck Quadio. Elles ont perdu leur conjoint et souvent livrées à elles-mêmes et à l'intolérance, difficile pour les veuves de se faire entendre. Nous les veuves aujourd'hui, nous sommes délaissés par les parents de nos maris. Aujourd'hui où je vous parle, je suis seule à m'occuper de mes enfants. Je n'ai personne pour m'aider. Quand le mari décède, souvent les conditions de vie des veuves, c'est vraiment compliqué, c'est pas facile. Et c'est des personnes vraiment qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager, qu'il faut aider à pouvoir vraiment avancer et avoir une place vraiment bien dans la société. Être à l'oreille de ces femmes, une frange vulnérable de la population et avec elle les orphelins, l'objectif de l'ONG Lumière d'Espoir. Elle initie cette activité, célébration décalée de la journée des veuves, normalement chaque 23 juin, pour les rassembler et échanger. Moi, ce que j'ai appris, on dit que quand ton mari meurt, tant que tu n'as pas l'âge 60 ans, tu ne peux pas toucher la pension. Et la veuve, elle fait comment avec les enfants? Les veuves et les orphelins, souvent, n'ont pas les connaissances des différentes procédures, des différentes démarches qu'on peut entreprendre pour se faire aider. Au niveau de l'État, il y a des structures. Le ministère des Affaires sociales est là pour les aider. Il y a des départements ministériels qui s'en occupent. Il faut leur donner l'information. Quand tu es en communauté de biens, la femme a droit à la moitié des biens qui existent dans la communauté. Des biens mobiliers tels que, et les biens immobiliers également. Et ce sont les enfants qui viennent à la succession également, qui eux également ont droit à une partie, à la moitié restante. Donc ils viennent représenter leur père défunt, leur défunt père. Donc c'est la méconnaissance qui fait que ces femmes-là vivent ce mépris. La formation, l'information, mais aussi l'entraide. Près de 700 veuves venues des communes du district ont reçu des vivres, non-vivres et numéraires. Cette action est à sa 3e édition. Rappelons pour terminer que l'annonce du nouveau gouvernement ivoirien est prévue pour 15 h et ce sera en direct du palais présidentiel sur les antennes de la RTI. C'est le mercredi 4 juillet dernier que le gouvernement avait été dissous. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été à la même occasion reconduit à son poste avec pour mission de proposer une nouvelle équipe gouvernementale composée de membres du RHDP et aussi de la société civile. Et c'est la fin de ce journal. Merci de suivre RTI 1. À tout à l'heure.